Voilà, qui est fait. Très bien. Eh bien, à nouveau, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, dans ce webinaire consacré particulièrement à l'apprentissage dans le sens, la modalité d'apprentissage, le contrat d'apprentissage et la formation ouverte à distance, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je mets tout de suite cette diapo, puisque malheureusement Caroline nous a averti tout à l'heure qu'elle avait un souci avec, ils ont un souci de Wi-Fi, ce qui fait qu'elle ne peut pas voir, sa webcam. Donc vous ne la verrez pas à la vidéo, mais heureusement Voilà. nous avions prévu les petites photos qui vont bien. Je vous laisse vous présenter l'une et l'autre, vous le ferez bien mieux que moi. Euh, on commence par toi, Caroline, puisqu'on ne t'a pas de visu. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez bien? On Oui, t'entend parfaitement. parfaitement, super. Donc, je suis Caroline Courtaigne et je suis chargée de projet e-learning au CFA Stephenson. J'ai participé à la rédaction de ce guide avec le directeur adjoint du CFA, Sébastien Malige, et je suis aussi plus particulièrement en charge de conduire un projet de partage de l'expérience digitale au CFA. Voilà. Ok, merci. Eh bien, on passe la parole à Justine alors. Bonjour à tous, Justine Poyot, je suis avocate au cabinet Fromont-Briens. Donc c'est un cabinet spécialisé en droit du travail. On traite tout le droit du travail, donc aussi la formation professionnelle, qu'elle soit initiale ou continue. Et on a aussi participé aux travaux du FOD. Voilà, donc Justine qui était une des personnes, donc aux côtés, dans l'équipe notamment de Sabrina Dougados, qu'elle a rejoint il y a quelques temps, qui a largement participé effectivement elle-même et Sabrina Dougados a donc à l'élaboration non seulement de ce guide, mais aussi sur bon nombre d'évolutions de la législation en matière de FOAD, que ce soit pour la formation continue ou pour l'apprentissage. Voilà, Mondrien, c'est un des cabinets, un des rares cabinets qui a un véritable département droit de la formation. Donc vous avez voilà, des personnes qui sauront vous accompagner sur des projets bien particuliers, et Dieu sait qu'il y a à faire en ce moment. Je pense que là, ils ne sont pas inquiets pour l'année 2018, voire 2019, il y aura du travail. Très bien. Alors, on va effectivement, autour de cette durée d'une heure que nous allons passer ensemble, on va vous parler effectivement, enfin on a pris comme fil conducteur plus exactement le guide qui a été réalisé, comme Caroline et Justine viennent d'en parler, par un groupe de travail initié par le FOD. Donc le FOD, c'est le Forum des acteurs de la formation digitale, qui a été donc à l'initiative d'un certain nombre d'actions sur le plan, comme on disait tout à l'heure, on va dire réglementaire, c'est-à-dire que l'une des missions du FOD, c'est d'aider à ce que, ça a été depuis 20 ans, d'aider à ce que la FOAD soit reconnue comme une modalité de formation à part entière. Et donc, dès 2014, ça a été pour la formation professionnelle continue. Et puis, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'apprentissage, ça a été effectivement un amendement dans la loi travail et le décret du 8 novembre 2017 qui précise comment effectivement la FOAD peut être mise en œuvre dans un CFA, mais Justine nous en parlera largement et tout en détail tout à l'heure sur un certain nombre de points. À côté, je dirais, la loi c'est une chose, mais il faut la mettre en application dans les organisations. Et on a vu très récemment, hein, sur les 12 derniers mois, un certain nombre de projets que j'ai appelés institutionnels se développer. Alors institutionnels, soit à l'initiative des régions, à l'initiative des collecteurs, notamment les OCTA, qui ont répondu pour un certain nombre d'entre eux à des appels à projets du FPSPP, dans lesquels ils se sont engagés à accompagner vers la digitalisation des organismes de formation ou des centres de formation d'apprentis. Ça, c'est une bonne étape, hein, et c'est une réponse notamment aux préconisations du rapport de l'IGAS l'année dernière qui disait, ben voilà, si on veut que les organismes de formation avancent dans la digitalisation, il faut que la collectivité les accompagne. Et donc, on a ces accompagnements, notamment sur le plan financier, hein, pour
démarrer des projets, faire des diagnostics, élaborer des plans d'action, mettre en place des formations. Mais à côté de ça, il faut quand même un mode d'emploi par quel bout on prend le problème de la digitalisation. Et donc, on a vu effectivement des attentes du côté des CFA pour faciliter cette mise en œuvre. Et donc, le groupe de travail, vous le verrez dans le guide, qui est composé d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé, pour certaines régulièrement, pour d'autres qui sont venus apporter un éclairage à certains moments, qui était donc très représentatif aujourd'hui, on va dire, du paysage des CFA en France, toutes branches, toutes catégories, on va dire, confondues, publiques, privées ou autres. Et ce qui nous a permis d'aboutir effectivement à cette première version en fait du guide pratique de mise en œuvre d'une FOAD dans un CFA, puisque bien évidemment les évolutions, on va dire, réglementaires, législatives qui vont arriver dans l'année 2018 vont bien évidemment nous amener à y apporter des modifications, et certainement pas que sur le chapitre juridique, aussi sur le plan de l'organisation. Et puis, on attend aussi des retours des utilisateurs. Il y a déjà plus de 850 téléchargements depuis fin janvier qui ont été faits de ce guide. Donc, on attend des retours, en fait, de la part des lecteurs et des utilisateurs de ce guide qui nous permettront de l'enrichir et de répondre, peut-être dans certains cas, de mieux répondre, en fait, à nouveau aux attentes, puisque ça n'a qu'un objectif, c'est vous aider les uns et les autres à mettre en œuvre ces dispositifs-là. Alors, un petit rappel d'éléments de langage, parce que effectivement, vous voyez déjà, j'ai déjà parlé de digital, de multimodalité, de FOAD. Bien sûr, j'ai mis multimodalité, donc en gros, et qui ressortent sur cette diapo. Alors pour mes deux collègues, Caroline et Justine, peut-être pas cette information, c'est qu'effectivement c'est le terme, on va dire, entendu, reconnu et usité en région Normandie, et qui puise, on va dire, ses racines d'ailleurs en région Normandie, et qui depuis s'est largement étendu au-delà de la Normandie. C'est une très bonne chose parce que tout le sens de la multimodalité est bien là. On peut faire effectivement plein de choses, y compris de la distance, y compris du numérique, mais y compris aussi des formations avec des formats plus traditionnels. Donc on ne va pas s'attacher bien sûr au vocabulaire. On parle d'outils, on parle de modalités qui utilisent des outils numériques, on parle de digital learning. Tout ça, on est dans un contexte de multimodalité. Bien sûr, on réutilisera assez souvent le terme de FOAD, puisque ce terme, c'est celui qui a retenu le législateur, donc on est bien obligé de s'y référer à de nombreuses reprises. Alors, moi, on va commencer en fait en vous sollicitant, parce que il y a eu en fin d'année dernière un sondage qui permettait de façon Opcalia notamment à questionner l'ensemble des CFA de France pour savoir si en fait le numérique était un enjeu pour eux ou pas. Alors on comparera vos résultats, mais dans un premier temps, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais vous demander effectivement, on va le faire en mode anonyme, et je vais vous demander effectivement de répondre à cette question. Est-ce que pour vous, le numérique est un enjeu? Et s'il est un enjeu, est-ce qu'il est stratégique, important ou secondaire? Et donc on va voir si vous êtes dans la moyenne des réponses des établissements de France et de Navarre. Voilà, on vous laisse le temps de répondre. 26 participants. Alors, il me manque 5 réponses pour l'instant. Ah ben, il y a déjà nous, donc déjà ça compte pas. Voilà. Ok, voilà, on va s'arrêter là. Alors, 65%, pour 65%, c'est stratégique. C'est important pour 15, donc ça nous fait, si je compte bien, 80%. Vous n'êtes pas très loin, effectivement, des chiffres nationaux. Donc, voilà, je vais vous montrer effectivement. Donc, vous avez vu, parce que j'ai toujours un doute sur l'affichage, vous aviez l'affichage du camembert en même temps, tout le monde le voyait, il n'y avait pas que moi, parce que ça m'est arrivé effectivement d'être le seul à voir le résultat affiché. Ok, super, merci. Okay.
Alors, on va revenir, je vais revenir effectivement à mon diaporama. Hop, voilà. Alors, bien effectivement, les CFA qui ont répondu, tous les CFA ont été questionnés, et donc, à l'exception d'une branche, pardon, qui n'a pas souhaité participer, mais sinon, les réponses, vous voyez, sont très proches, même il y en a moins que vous qui l'estiment stratégique. 42% l'estiment important et secondaire. Bon, les 1% pour lesquels ce n'est pas un enjeu, alors peut-être qu'ils sont déjà largement numérisés et dans ce cas-là, ils se sentent plus concernés, ou alors ils sont peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Bon, voilà, je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. Qu'est-ce qui, bien sûr, dans ce sondage, vous pourrez le retrouver. Hein, vous retrouverez, bien évidemment, vous aurez communication hein, du diaporama qui est là, et vous retrouvez notamment, vous retrouverez du coup, pardon, je le trouve ici, voilà. Le lien qui vous permettra de retrouver toutes les infographies, tous les éléments sur l'enquête nationale qui a été faite l'année dernière. Donc, il y a un point important qui peut être intéressant de soulever, ce sont les freins qui ont été exprimés par les répondants quant à la digitalisation des parcours de formation en CFA. Eh bien, vous voyez que c'est le frein humain qui apparaît en tête, suivi des freins financiers et technologiques. Les freins réglementaires qui, il y a quelques années, arrivaient en tête du classement, eh bien, fort logiquement, aujourd'hui, n'apparaissent plus, puisque on a effectivement aujourd'hui un cadre légal qui va nous permettre d'œuvrer maintenant et de mettre en place nos dispositifs. Alors, pour lever ces freins, puisqu'il y en a qui restent, quelle méthodologie on peut imaginer adopter? Et donc, c'est là qu'on va notamment s'appuyer sur... alors, ce que je vais faire, pardon, j'aurais dû le faire avant, je vous prie de m'en excuser, c'est que je vais mettre à la fois Caroline et Justine en animateur, parce que sinon c'est moi qui suis obligé de faire le clic sur les diapos, ce qui change, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Voilà, donc Caroline, je vous laisse la parole pour nous dire quelles sont quand même les opportunités et les freins de façon générale qui sont identifiés. Ok, alors, donc effectivement, on va parler d'abord des opportunités. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Très bien. Parfait. Donc, les opportunités, la première que je relève, c'est la souplesse et l'adaptation. Parce qu'en fait, oula, allô? Oui, Bon, la oui, souplesse oui, et non, c'est normal. l'adaptation, oui. D'accord, très bien, bon, tout va bien. Alors, donc l'accès, effectivement, l'accès aux ressources numériques en ligne permet à l'apprenti de se former. Donc, là, je clique, mais il ne se passe rien. Ah, alors je Est-ce clique que... à Ah, votre voilà. place. En D'accord, bon, bah voilà. bas, les flèches en bas, ça n'a pas marché? Bah, j'ai cliqué sur la souris tout simplement, mais s'il faut faire les flèches en bas, je ferai les flèches en bas. Ah oui, c'est les flèches en D'accord. bas. Pardon, Donc, oui, oui. En cliquant, c'est pas d'accord. comme PowerPoint. Parfait. Ah, parfait. D'accord, très bien. Autant pour moi. Donc voilà, un petit schéma pour vous expliquer que la souplesse et l'adaptation, l'apprenti se forme anytime, donc voilà, quand il veut. Les temps d'apprentissage, de travail, le temps personnel, tout est décloisonné. L'apprenti peut s'organiser en fonction de ses contraintes ou tout simplement de ses préférences d'apprentissage où il veut, donc chez lui, dans l'entreprise, au café, au CFA même, au CFA lorsqu'il n'est pas en classe, donc dans d'autres lieux, sur l'outil Any Device, donc sur l'outil qui sera le plus adapté au contexte. Donc s'il est au CFA, ça peut être un ordinateur, une tablette, un smartphone, s'il est au café ou chez lui dans son canapé. Et any content, c'est-à-dire qu'en fait, il peut accéder à tous les contenus, donc revoir des contenus qui ont déjà été vus, ou alors vous pouvez lui donner la possibilité d'accéder à des contenus au moment où il en a besoin dans son entreprise, ce qui lui permet de s'adapter à son poste aussi plus rapidement. Et cela vous permet de mettre à disposition des ressources individualisées pour faciliter la remédiation. Donc très concrètement, cela peut permettre d'anticiper des ruptures de contrat. Cela peut permettre de favoriser l'intégration de jeunes qui ont des niveaux très hétérogènes. Et donc voilà, les progressions pédagogiques s'assouplissent. Autre opportunité, donc l'autonomie de l'apprenti. L'apprenti apprend autrement, il apprend à développer donc son autonomie, s'organiser. Ce sont des compétences dont il a besoin dans sa vie professionnelle.
Donc ça va l'aider en entreprise. Il devient acteur, vraiment acteur de sa propre formation et il peut également lui-même produire des contenus. Et donc tout cela aussi favorise l'implication de l'entreprise au travers des maîtres d'apprentissage qui ont accès au contenu, donc ils peuvent échanger plus facilement peut-être du coup avec l'apprenti, lui expliquer des notions et même peut-être apporter des exemples concrets au bon moment, donc tirés de l'entreprise. Et donc là, en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une relation maître d'apprentissage-apprenti et aussi en parallèle maître d'apprentissage-formateur qui soit renforcée. Voilà. Alors les freins, donc les freins, on a choisi dans le guide de vous parler des freins. Donc pour l'apprenti, pour les maîtres d'apprentissage et pour le CFA. Donc pour l'apprenti, c'est pas forcément évident de s'organiser, de trouver son rythme. L'apprenti n'est pas forcément habitué. Et donc cela demande aussi plutôt de s'adresser, enfin de mettre en place ce dispositif pour un public qui serait plus autonome. Donc il s'avère qu'en fait c'est souvent beaucoup plus efficace avec des niveaux BTS ou licence qu'avec des niveaux bac ou DIMA qui sont peut-être moins autonomes. Et il faut bien veiller à ce que l'apprenti ne se sente jamais seul ou perdu, donc d'où effectivement l'accompagner et ne serait-ce que le former aussi pour les outils s'il n'a pas forcément une agilité digitale ou qu'il n'est pas forcément à l'aise avec les outils. Pour les maîtres d'apprentissage, ce sera la même chose. Il faudra effectivement mettre en place une communication pour bien lisser la relation et vérifier que la personne est bien qu'elle s'adapte aux outils et que c'est familier pour elle. Et pour le CFA, donc toujours pareil, certains formateurs ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques et il y a également un autre élément qui est non négligeable, ce sont les contraintes techniques. Par exemple, si le niveau d'équipement technique est insuffisant ou inadapté, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir anticipé tout cela avant. Donc, pour gérer tous ces freins, cela demande de l'anticipation, mais surtout aussi un accompagnement de l'apprenti, des maîtres d'apprentissage, et donc pour que chaque personne puisse toujours avoir un interlocuteur. Voilà, j'en ai fini pour les opportunités et les freins. J'ai passé un peu vite. Alors donc voilà, une fois qu'on a ces éléments, ces opportunités, ces freins, on va voir juste après effectivement comment on peut les combiner pour essayer d'en faire on va dire une cartographie. Hein, il est important quand même d'avoir dans la démarche de ne pas confondre à un moment donné l'opportunité qu'on peut trouver à aller vers le numérique, de saisir quelquefois l'opportunité d'un appel à projet. Hein, vous connaissez ça, hein, de se dire ah bah tiens, il y a un appel à projet, on va aller là-dessus, mais finalement on ne sait pas beaucoup, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc il ne faut pas confondre opportunité et faisabilité du projet, parce que justement il y a dans les freins notamment que Caroline vient d'évoquer, peut-être certaines choses qui vont vous retenir, non pas vous dissuader, mais plutôt vous rendre attentif à prendre en compte certains risques, certaines difficultés potentielles, de façon à les anticiper et y apporter des solutions, contourner les écueils qui pourraient se mettre un petit peu sur le chemin. À un moment donné, de toute façon, dès le départ, il est indispensable que collectivement, au sein du CFA, et piloté par la direction de l'établissement, vous déterminiez des axes stratégiques. Et donc ces axes stratégiques, on ne peut pas se contenter justement de d'en prendre un seul et de se dire, voilà, je m'investis sur, on va dire, le champ économique parce que il serait utile, par exemple, de faire des formations qui nous coûtent moins cher. Alors, on sait que les aspects financiers vont être au cœur des réflexions dans les mois à venir, hein, avec la réforme, les 2 années à venir. Mais la dimension économique n'est pas que la seule dimension que l'on doit prendre en compte. Il faut bien évidemment avoir un axe stratégique dans son projet, un axe pédagogique, pardon, dans sa stratégie, j'ai inversé les deux. C'est quand même le cœur du métier d'un CFA que de faire de l'enseignement. Donc la pédagogie doit être bien évidemment au cœur de la stratégie numérique, mais il y a une dimension qui concerne les ressources humaines. Quelles sont les équipes? On ne fait pas effectivement un projet digital dans un CFA sans l'équipe,
parce qu'il n'y a pas de CFA sans équipe, même s'il y a des CFA au mur et où les équipes sont effectivement dans des unités de formation qui ne sont pas internes, mais dans tous les cas, ce sont ces équipes pédagogiques qui réalisent le projet. Il y a une dimension économique, bien évidemment, c'est celle qu'on vient d'évoquer. On peut avoir des facilitations à un moment donné, on peut avoir des aides, on peut avoir des subventions, mais toutefois, il va falloir trouver une pérennité au dispositif dans sa dimension économique. Et puis sur le côté, le volet politique, ben, c'est bien évidemment aussi se mettre en phase. Alors aujourd'hui, bien évidemment, avec les politiques régionales, puisque ce sont les régions qui portent aujourd'hui encore l'apprentissage, demain, avec à la fois les régions et les branches dans les nouveaux mécanismes qui seront mis en place. Donc le numérique, on l'a bien vu, notamment avec les premiers éléments, avec les 20 principaux éléments de la réforme qui ont été annoncés pour l'apprentissage. Je dirais que l'on parle d'entrée-sortie permanente, que l'on parle effectivement d'individualisation de parcours, le numérique va trouver une place certainement dans les futurs projets, dans les futures stratégies d'établissement pour répondre aux injonctions politiques. Il sera nécessaire aussi d'adopter des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes agiles. Vous connaissez bien ça en Normandie, puisque la région est notamment communautique depuis de nombreuses années, et d'autres associations ont fait pas mal de choses autour des méthodes agiles, qui sont des méthodes, je rappelle, qui nous viennent du développement du monde informatique, du développement informatique, et appliquées au domaine de la formation digitale, donc appliquées à la multimodalité, c'est indispensable effectivement à intégrer, parce qu'on n'établit pas un cahier des charges qui va rester immuable pendant les 5 années de la convention quinquennale du CFA. Il y a plein d'éléments qui font que les expérimentations, les innovations technologiques, en l'occurrence, les retours d'expérience, vont vous amener de toute façon à adapter votre projet en permanence. Donc les méthodes agiles sont vraiment indispensables dans ces approches. Alors, justement, on a vu les opportunités, les freins. Qu'est-ce que l'on peut dire, Caroline, justement, comment est-ce que l'on peut synthétiser tout ça? Oui, alors effectivement, comme vous le voyez à l'écran, les opportunités et les freins dont nous avons parlé tout à l'heure pourront être listés dans une matrice SWOT, donc les forces, les faiblesses d'un côté en interne et les opportunités et les menaces donc du marché, côté externe. S'agissant des forces, donc là on s'est livré un petit exercice en rédigeant le guide, en s'imaginant donc quelques exemples d'atouts en fait sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour installer la digitalisation dans le CFA. Donc au niveau des forces, par exemple, alors attendez, oui effectivement il faut cliquer là, pardon, désolé. Cela peut être les relations avec le SAIA, un chef de projet effectivement qui devra conduire et qui sera motivé, qui réussira à motiver les équipes, des équipes qui seront formées, qui seront sensibilisées. Donc si le budget un budget peut être alloué, et puis effectivement l'appétence des jeunes pour le numérique et la formation digitale, ça peut être vraiment un point d'appui. En interne, donc également les handicaps qui pourraient être relevés. Donc les compétences numériques, c'est le pendant effectivement de l'appétence pour le digital ou des équipes qui sont formées. Souvent on a des compétences numériques qui sont à développer, un service informatique qui ne suivrait pas et une certaine réticence des équipes. Donc là on touche à la conduite du changement et donc ils sont des gros projets à mettre en place aussi et donc à identifier bien dès le départ. Pour ce qui est du marché, donc de ce qui est externe au CFA, au niveau des opportunités, donc toujours les relations avec le SAIA éventuellement. La loi El Khomri, c'est très important d'en parler, puisque depuis cette loi, la formation peut être en tout ou partie digitale, en tout ou partie à distance, pardon, et donc voilà, éventuellement digitale. Et effectivement, mettre en place donc un nouveau public qui arrive sur le marché, les métiers qui évoluent, et donc effectivement aussi plein de matériel et plein de prestataires qui peuvent vous offrir des solutions innovantes et qui peuvent permettre de faire des choses maintenant très simples, très agiles et efficaces. Et ensuite, là, donc je vais un peu vite, mais bon, c'est pour dresser un exemple de panorama de SWOT. Donc les menaces, donc le réseau internet, effectivement toujours faire attention, donc
parfois ça peut nécessiter des montées en charge, c'est-à-dire qu'il faudra toujours penser à combien de personnes peuvent éventuellement se connecter au réseau en même temps. Pareil pour le Wi-Fi, si vous devez avoir des tablettes ou des ordinateurs portables qui se connectent au Wi-Fi, si 200 personnes sont connectées en même temps, est-ce que ça passe? Ce sont des questions très pratiques, très basiques, et qu'il faudra vraiment se poser. Donc la réforme de la formation, là il y a plein de points d'interrogation, donc j'en parlerai pas plus. Voilà, histoire de... Ah, allô? Pardon? Oui. Les Oui, oui. générations Z qui arrivent, donc effectivement, il faut s'adapter et ça peut aussi être une opportunité. Et l'évolution des métiers également, pareil, ça peut aussi être une opportunité. Voilà pour le petit exemple qu'on a dressé dans le guide. Et Alors, sont bien voilà, je sûr vous repasse la tout parole. ça sont Oui, tout ça sont des éléments vous aurez un qui arrière, ouais. sont, non, non, allez-y, pas de problème. Hop. Voilà, pour Ah passer d'accord. à la parole. Tout ça sont des éléments qui sont détaillés effectivement dans le guide, hein. Là, on vous donne un aperçu on va dire, de quelques points qui nous semblaient essentiels sur lesquels faire un zoom. Vous aurez, le guide fait 55 pages, hein, prévoyez un petit peu de temps, hein, comme vous voudrez dire. Alors, juste pour terminer sur la stratégie numérique et sur cette première étape de la méthodologie, c'est qu'effectivement, comme dans tout projet, il y a donc ce projet de digitalisation à mettre en place, on en a parlé tout au début. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va avoir un temps essentiel autour de la culturation digitale et de la mobilisation des équipes, on en reparlera tout à l'heure. Et puis toute l'ingénierie pédagogique autour de effectivement du re-engineering et donc de la scénarisation nouvelle que l'on va devoir imaginer, ainsi que la production des ressources, tout ça pour arriver à une phase de déploiement. Donc, tout ça, on l'a dit depuis le début, n'a plus véritablement, bien sûr, il y a des gens qui, comme le CFA Stephenson, ça fait plus de 20 ans, hein, je crois, Caroline, que au CFA Oui. Stephenson, on fait du numérique, hein, on va dire, au sens Oui. large. Alors, tiens, j'en profite pour répondre peut-être à une question. Pourquoi la relation région dans une menace? Vous voulez répondre, Caroline, là-dessus? Parce que vous avez vécu ça en région Île-de-France. Oui, alors moi j'étais pas forcément aux premières loges, mais c'est-à-dire qu'en fait il y a il faut présenter vraiment des projets qui soient bien construits. Et donc ça, nous par exemple au CFA, on a donc juste avant que j'arrive, un service a été dédié à la pédagogie digitale. Donc pour obtenir une subvention pour la création de ce service, il a fallu effectivement avoir un projet vraiment chiadé avec un objectif bien défini et puis des perspectives d'avenir qui soient détaillées avec tout ce qu'on pouvait en attendre de positif. Donc, et puis, ça peut, on peut le mettre dans une menace parce que c'est donc en fait, ce sont quelque chose, il faut s'armer et il faut avoir de bons argumentaires et avoir bien tout lissé et pensé dès le départ. Et si tout est bien, ce sera une opportunité. On est d'accord. Voilà. Et donc Alors, voilà, on l'a pourquoi je disais transformé. l'exemple de l'Île-de-France? Mais Voilà, en Île-de-France, par exemple, c'est là où est implanté le CFA Stephenson, jusqu'à, on va dire, la mandature précédente, il n'y avait pas un grand engouement pour la formation à distance et les CFA qui s'y lançaient un petit peu, on va dire, contre vents et marées, et quelquefois les projets quinquennaux qui faisaient un petit peu trop état, effectivement, du développement de la distance, se voyaient oui, retoquer leur projet de convention quinquennale. La nouvelle équipe qui est à la tête de la région a des idées nouvelles, et ce qui fait que les services sont là pour appliquer la politique, bien évidemment, des élus. Et donc, on a des élus qui sont très certaines, qui sont plus dynamiques, qui ont plus envie. Vous avez, si vous avez suivi un petit peu l'actualité des derniers mois, certainement entendu parler du tout premier en fait CFA 100% numérique et surtout 100% à distance, donc qui est Open CFA. Donc, il y a un CFA qui a été créé par Open Classroom, donc, et qui donc sera le tout premier. Et donc ça, ce CFA, il a été accepté, les ouvertures de sections ont été acceptées par les élus de la région Île-de-France, et donc avec la volonté aujourd'hui de développer effectivement de nouvelles modalités de formation, alors aussi bien pour l'apprentissage que d'ailleurs pour la formation des demandeurs d'emploi dont ils ont la charge également. Donc vous voyez que ça peut être moteur, la région peut être motrice comme elle l'est en Normandie, hein, là
démentira pas, et c'est pas pour faire plaisir effectivement à la région Normandie qui nous accueille dans ce webinaire, à travers ce webinaire, mais c'est parce que voilà, c'est un constat, c'est une vérité, et à l'inverse, une région qui aujourd'hui freine et met plutôt des bâtons dans les roues sur le plan réglementaire, bien sûr, sera une menace pour le projet. Voilà, alors, comme on disait tout à l'heure, depuis tout à l'heure on en parle, tout ça on peut effectivement se projeter parce qu'il y a un nouveau cadre légal. Et avant de passer la parole à Justine qui va nous éclairer justement là aussi sur un certain nombre de points très particuliers, on va à nouveau vous solliciter et on va vous proposer de vous positionner en fait sur vos connaissances en matière de droit de la formation, particulièrement pour l'apprentissage. Donc je vais lancer mon petit questionnaire. Donc là voilà, vous avez plusieurs questions, hein, vous déroulez à l'écran. Vous avez plusieurs questions, elles sont toutes en oui/non, hein, c'est très simple. Vous avez la question et c'est oui ou c'est non, et vous donnez votre avis. Et bien évidemment, Justine va nous expliquer le pourquoi du oui ou le pourquoi du non juste après. Allez, on vous laisse une petite minute, je pense qu'il n'y en a pas pour plus longtemps, puisque ça, il n'y a plus. Vous avez juste à lire et à cliquer. Voilà. Si vous avez un doute, vous jouez quand même. Hein. J'ai pas mis de réponse, je ne sais pas, sauf à une question. Sinon, pour les autres, voilà. Tentez votre chance, c'est pas ce que je devrais dire, c'est essayer de répondre en votre âme et conscience, plus exactement, qu'est-ce qui vous semble le plus plausible. Voilà, donc du coup, Justine peut voir les réponses en même temps, ce qui est clair sur ce qu'elle va devoir nous dire, peut-être en plus de ce qu'elle a déjà prévu. Voilà, encore quelques petites secondes. Voilà, tout le monde a quasiment répondu. Je regarde, quasiment répondu à toutes les questions. D'accord. Bien. Donc on garde ça en tête parce que je ne peux pas afficher les deux en même temps. Donc plutôt question 1, c'était plutôt oui, il est couvert en cas d'accident quand il est connecté de chez lui, d'accord. Non, ça c'était la 2, pardon. La 1, c'était est-ce qu'il est possible de proposer une formation intégralement à distance. Vous êtes quand même 24% à dire non, hein, voilà. Je donne un peu la réponse là déjà. L'apprenti connecté est couvert à 60%, vous dites oui. Un apprenti mineur peut-il suivre une séquence de formation en ligne à minuit. 32% disent oui, 56% disent non. La durée de la FOAT est décomptée au réel ou estimée. Vous dites certains au réel, estimé pour 48%, une partie qui ne sait pas. Et la dernière question, CFA est-il titulaire des droits d'auteur portant sur un module de formation? C'est une question sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, mais vous êtes majoritairement à dire oui. Alors, je reviens du coup sur le webinaire pour passer la parole effectivement à Justine qui va nous donner toutes les bonnes réponses là-dessus. Donc vous avez la main également, Justine, avec les flèches tout en bas pour naviguer dans les diapos. Oh, tiens, il y a eu des caractères qui se sont montés dessus lorsque ça s'est transcrit. Bon, ça reste lisible, heureusement. À vous. D'accord, donc la première question, est-ce qu'il est possible de proposer une formation intégralement à distance? La réponse est oui. C'est la loi du 8 août 2016 qui allait plus loin que ce qu'on pouvait espérer et qui permet que les enseignements soient effectués en totalité à distance. La seule condition qui était posée à ce moment-là, c'était que le CFA assure le suivi et l'accompagnement des apprentis. Donc l'accompagnement, comme on en parlait tout à l'heure, qui est un élément central dans la FOD, et c'est la seule obligation posée par la loi à la charge du CFA. Donc la loi est venue autoriser l'enseignement en tout ou partie à distance en renvoyant à un décret le soin d'en préciser les conditions. On a un peu attendu ce décret puisqu'il n'est intervenu que le 8 novembre 2017
Et c'est là que la distinction entre les formations en partie à distance et celles intégralement à distance est apparue, puisque si on fait une formation intégralement à distance, il y a une demande préalable d'avis pédagogique avec tout un certain nombre d'informations à indiquer, à adresser à l'inspection de l'apprentissage. Alors que si on est dans une formation en partie à distance, ce sera au sein de la convention de création du SCFA. Ça pourrait être soit à l'occasion d'un renouvellement, soit par la conclusion d'un avenant à la convention qui est déjà prévue, et par les annexes pédagogiques qu'il faudra là prévoir ces éléments. Par exemple, le contrôle de la progression des apprentis, les durées de formation, la répartition des heures, et encore le suivi et l'accompagnement des apprentis. Sur les questions suivantes, l'apprenti est-il connecté chez lui est-il couvert en cas d'accident? Donc là, en fait, on a voulu pointer un peu sur les points qui peuvent être un peu dangereux, puisqu'en effet, si on applique les dispositions du Code du travail au cas de la FOD, l'apprenti en formation est couvert au titre des accidents de travail, et qu'il se forme chez lui, enfin au CFA ou chez lui, il doit être couvert. Et c'est un point un peu délicat, puisque dans ce cas-là, comment est-ce qu'on sait que l'apprenti qui est chez lui qui se forme ou bien faisait complètement autre chose ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que dans le guide, notamment, on conseille un peu de borner l'utilisation des plateformes de formation et peut-être de prévoir des plages horaires, des éléments comme ça pour savoir si l'apprenti était bien en train de se former à ce moment-là et s'il n'était pas chez lui en train d'avoir une activité de sa vie personnelle. Donc là, il y a un point de vigilance sur ce point-là qui risque de quand même soulever des difficultés sur le terrain de la preuve en cas d'accident, soit de trajet, soit de travail, lorsque l'apprenti est chez lui ou dans un autre lieu. Ensuite, l'apprenti mineur peut-il suivre une séquence de formation en ligne à minuit? Donc ça il me semblait que les réponses étaient un peu plus partagées. Là aussi, on a les dispositions du Code du travail qui doivent encore s'appliquer, même si sur l'aspect FOD, la loi a été très légère, puisqu'elle a juste prévu une obligation de suivi et d'accompagnement. Il faut garder en tête que les dispositions du Code du travail sur l'apprentissage s'appliquent, y compris en cas de FOD, et notamment tout ce qui est restriction pour les apprentis mineurs sur les durées de travail et les horaires de travail. Et actuellement, un apprenti qui est âgé entre 16 et 18 ans ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures du matin. S'il est âgé de moins de 16 ans, il ne peut pas travailler après 20 heures. Donc là, il faudrait aussi être vigilant et s'assurer que les apprentis euh, ne se connectent pas la nuit. Parce qu'après, ils pourraient venir dire, ah bah, temps de formation égale temps de travail, moi je me suis formé à 1 heure du matin, c'est interdit. Donc là aussi, il faut être vigilant et il est important de, soit pour des publics un peu spécifiques comme les mineurs, carrément prévoir la coupure des plateformes, soit, et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de distinguer clairement le temps de travail personnel de l'apprenti, qui n'est pas suivi et qui n'est pas considéré comme du temps de formation, où il pourrait aller sur la plateforme, re-regarder des vidéos, refaire des exercices, mais ce serait considéré comme du travail personnel qui ne serait pas suivi, et distinguer ces temps-là des temps clairement de formation qui, eux, sont considérés du coup comme dans l'horaire de travail et pour lesquels la législation s'applique. Ensuite, sur la durée de FOD, savoir si elle doit être comment elle doit être décomptée. Là, pareil, ni la loi ni le décret n'ont apporté d'éléments. Mais du coup, on se rend compte qu'une décomptée au réel en cas de formation à distance, c'est très compliqué et c'est pas forcément effectif. Ça voudrait dire tracer peut-être les temps de connexion de l'apprenti sur la plateforme, alors que il peut être très bien connecté, lancer la plateforme, être connecté et pas du tout se former. C'est pour ça que recourir à une durée estimée, c'est peut-être beaucoup plus pertinent dans ce cadre-là, en s'inspirant de ce qui est fait dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Et donc le CFA devrait en amont prévoir une durée estimée pour chaque module de formation et on s'assurait que ces durées sont réalisées par l'encadrement, notamment avec des travaux, et la traçabilité est traçable par le rendu des travaux et la correction des travaux qui serait rendus par l'apprenti au fur et à mesure. Alors, quelque part, Justine, ce que le dernier point que vous venez de détailler répond tout partie en fait à pas mal de questions, pas mal d'échanges qui ont lieu dans le chat là, pendant votre intervention. Ça ne dément pas qu'il y a toujours un intérêt fort sur le volet juridique, qui était de dire bah oui, mais il n'y a pas que le travail en ligne, il y a aussi du travail FOAD qui peut être quelque chose déconnecté, hein, une réalisation, enfin quelque chose à faire papier-crayon, hein, comme on dit, et donc dans ce cas-là, effectivement, on n'est plus connecté, mais on est peut-être toujours en train de se former. Comment est-ce qu'on peut effectivement interdire à quelqu'un, si ce n'est sur le plan technique, de se connecter, hein, donc la seule façon, c'est effectivement de déconnecter, mais on ne peut pas l'empêcher effectivement de réaliser une activité qui était prévue dans le scénario de formation et qui est une activité déconnectée. Donc ça, on ne peut pas empêcher les gens effectivement de faire quelque chose. Et donc, c'est très certainement, Jean van der Spelden disait décret forfaitant. Attention, le décret forfaitant, aujourd'hui, le décret qui est sorti ne s'appliquait pas à l'apprentissage quand il est sorti. L'intérêt, ça serait effectivement d'étendre ce décret qui vaut pour les contrats de professionnalisation, de pouvoir l'étendre également au contrat d'apprentissage, puisqu'on sait bien qu'on est dans des modalités pédagogiques très proches. Donc, est-ce qu'on peut dire, Justine, que ce recours à la durée estimée avec effectivement, comme pour la formation professionnelle continue, un raisonnement sur les activités réalisées, les productions, les évaluations, est la solution à, on va dire, ces difficultés d'interdiction ou de suivi, ou comme vous l'évoquiez, de risque de réclamation d'heures supplémentaires ou de choses comme ça. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi dans le silence un peu de dispositions qui seraient spécifiques à l'apprentissage, s'inspirer de ce qui est fait en formation professionnelle continue, pour laquelle la FOD a été reconnue depuis plus longtemps, et pour lesquels des mécanismes spécifiques ont été prévus et qui fonctionnent plutôt bien, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Ok, alors on reviendra s'il y a des questions encore après là-dessus. Donc effectivement, mais comme Jean posait la question, est-ce que les décrets FOAD ne s'appliquent pas automatiquement au CFA? Ben non, parce que sinon il n'y aurait pas eu besoin d'un décret FOAD pour l'apprentissage. Le premier décret de la loi de 2014 ne s'appliquait qu'à la formation professionnelle continue. Je parle sous votre responsabilité, hein, du coup. Non, c'est tout à fait ça. C'est des cadres juridiques différents entre formation professionnelle continue et formation initiale dont l'apprentissage fait partie. Alors, maintenant qu'on a des éléments juridiques pour cadrer tout ça, ou qu'on a mieux compris, mais il va falloir quand même un petit peu creuser, hein, et peut-être vous faire accompagner, hein, sur certains de ces points-là. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer digitaliser du coup l'offre de formation? Alors pour faire assez vite, il va falloir effectivement penser à un certain nombre de choses, hein, dans ce projet. Et parmi les questions qui reviennent le plus souvent, bah, c'est déjà de savoir est-ce qu'il faut créer une cellule multimédia. Il faut bien avoir en tête quand même en préalable que un CFA, c'est ni un organisme de formation, on va dire, classique, qui distribue des formations en ligne, hein, qui les achèterait et qui les revendrait. Ce n'est pas non plus une entreprise, ça ne fonctionne pas pareil, même ça ne fonctionne pas comme un service formation d'une entreprise. Le digital, ça passe par l'équipe. Et dans l'équipe, bah, est-ce qu'on y intègre une cellule multimédia? C'est ce que Caroline a expliqué, ce qui a été fait au CFA Stephenson, et c'est l'équipe, le SNAP, dont elle fait partie. Quelle est la taille de cette équipe? Est-ce qu'il nous faut 4 personnes? Est-ce qu'il faut un demi-temps plein? Voilà, est-ce qu'il faut, quel est le dimensionnement? À un moment donné, bien sûr, on est amené à choisir des outils, mais on ne commence pas par ça. Mais on sait bien, malgré tout, qu'on a besoin de ces outils
d'avoir un certain nombre d'outils pour faire fonctionner notre dispositif. Est-ce qu'on garde tout en interne? Est-ce qu'on externalise certaines des missions? C'est valable pour la formation, pour le digital, c'est valable pour, je ne sais pas, l'hébergement, la restauration dans vos établissements. Les questions se posent souvent et on note souvent des allers-retours. Ben, tout était internalisé, on a externalisé un sous-traitant et puis on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça, donc on reprend en interne. Là aussi, sur la dimension numérique du projet, il y aura des questions à se poser là-dessus. Et puis, il va falloir disposer de ressources d'apprentissage. Et c'est là qu'effectivement, Caroline va pouvoir nous dire comment est-ce qu'on peut envisager, du coup, avec l'équipe dont je parlais tout à l'heure, mettre en place tout ce dispositif pédagogique. Oui, donc comme vous le disiez, Jean-Luc, le passage au digital se fait effectivement avec l'équipe et la mission du CFA, c'est bien d'embarquer les équipes pédagogiques et autres d'ailleurs dans le projet. Et donc pour mener cette mission, nous avons identifié dans le guide 4 grandes étapes qui s'enchaînent selon un process itératif. La première étape, donc, c'est de sensibiliser, c'est-à-dire faire découvrir, démystifier, observer les pratiques possibles. Donc, par exemple, au CFA Stephenson, c'est le principal objectif d'une newsletter que nous envoyons tous les vendredis. Donc, mon service, le SNAP, donc service numérique d'accompagnement pédagogique. Tous les vendredis, nous envoyons l'hebdo du SNAP à tous les collaborateurs. L'idée étant de fédérer et de trouver des articles montrant que le digital, finalement c'est facile, c'est une opportunité, ça peut servir et ça peut vraiment les aider. Tout en ayant un ton un petit peu léger et puis en apportant une information. Ensuite, la sensibilisation, mais également pour aller plus loin, la formation, donc former aux pratiques digitales, repenser les moyens d'atteindre autrement les objectifs de formation, donc par d'autres biais. Puis aller encore plus loin et vraiment professionnaliser pour permettre aux formateurs d'expérimenter différentes pratiques acquises finalement en temps réel. Donc on leur montre des outils, on leur fait manipuler des outils et finalement on fait évoluer des compétences et on va leur permettre également, en montrant des outils qui sont faciles d'utilisation, de créer eux-mêmes des contenus digitaux finalement et d'animer aussi cette pédagogie digitale, donc toujours dans l'accompagnement et évidemment voilà, accompagner à court terme et à moyen terme, donc ça c'est vraiment indispensable. Et voilà, ensuite la boucle est bouclée et ça continue. Donc, par exemple, nous, au CFA, pour former, professionnaliser, accompagner, nous, au CFA Stephenson, nous proposons ce que l'on a appelé des Snap Lunch. Donc, sur le temps d'un déjeuner, comme on fait là, formation sur un outil plus précis ou sur une démarche pédagogique. Et on va bientôt mettre en place des Snapéros. Qui seront des formats beaucoup plus courts vraiment, alors pour le coup, focus sur un outil. Alors par exemple, ça peut très bien être optimiser son PowerPoint, hein, ça peut être quelque chose de très simple, mais l'idée étant vraiment de proposer aux formateurs toutes les solutions numériques dont ils peuvent avoir besoin et pour les accompagner vraiment jusqu'au bout dans la digitalisation de leur démarche. Voilà. Alors vous nous enverrez à moi et Justine les dates des Snapéros, ça nous intéresse. Oui, alors elles n'ont pas encore été fixées, mais Bon, on vous les enverra. on Alors, disait on bien. n'est pas sûr de boire l'apéro, hein, c'est un apéro pédago en fait, hein, mais on verra. Ah, Voilà. Alors, ensuite, donc pour effectivement, vous parliez tout à l'heure d'ingénierie pédagogique, et effectivement, vous aviez raison, Jean-Luc, parce que digitaliser la formation, c'est avant tout une question pédagogique. C'est pas une question numérique, c'est avant tout une question pédagogique. Ça peut paraître évident en le disant comme ça, mais c'est vraiment essentiel et c'est pour ça qu'on insiste sur le guide et que je me permets d'insister ici, parce que la tentation de penser d'abord outils avant de penser pédagogie, elle est réelle, cette tentation, et donc la principale problématique du CFA doit être comment optimiser l'apprentissage. C'est toujours la même problématique depuis le début de l'histoire du CFA, et ça reste la même problématique. Les outils, les solutions sont peut-être différentes, mais voilà, la question reste pédagogique. Donc on en revient à la réflexion pédagogique classique finalement, définir un objectif, scénariser un parcours, trouver les bonnes ressources, produire, déployer. Et simplement, l'expérience va être différente parce qu'elle va être numérique et digitale. Et ce qui est important de soulever aussi ici, dans la partie vraiment déployée et mutualisée, c'est que le digital favorise la mutualisation des ressources.
Donc ça peut être avec des outils comme un Drive par exemple, hein, tout simplement. Et si bien que des ressources développées par un formateur sont facilement utilisables par d'autres formateurs et donc peuvent profiter à la communauté finalement du CFA qui pourra les réutiliser. Ce qui permet au fait d'aligner des pratiques pédagogiques et de permettre aussi aux formateurs d'échanger plus facilement sur ce qu'ils font et de ne pas donc de mieux comment dire agencer finalement les différentes ressources pour que tout soit complémentaire et offrir aux apprentis une expérience d'apprentissage qui soit cohérente. Voilà ce qu'on peut résumer. Donc les points sur lesquels on a vraiment insisté dans le guide, ce sont ceux-là, sur cette question. Ok. Jean-Luc, je vous repasse la parole. Oui. Oui, alors, donc bien évidemment, justement, Caroline a parlé de cette nécessité Ouais. de travailler, de mutualiser, de produire des ressources. Et la question des ressources J'avais oublié ça. qui arrive assez souvent, c'est pas grave, du coup j'ai Oui, zappé d'accord. celle Oui, d'après. merci. Euh, Souvent une des questions, alors j'ai vu dans le chat des questions, des interrogations sur le coût, effectivement, de tout ça. Ben, et sur le temps, quand est-ce que l'on fait ça? Dans les temps de préparation habituels, on est convaincu que soit si on a une équipe comme Stephenson, ben, effectivement ça a un coût, mais ça veut dire que ça a un coût qui doit être pris en compte dans l'ensemble du modèle économique. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à repenser le modèle économique du CFA, compte tenu d'investissements, de transfert de charges entre des investissements que l'on avait dans le passé, des investissements nouveaux sur le numérique. Et donc sur le temps, bah, c'est aussi trouver le temps pour faire ces ressources. Alors du coup, si les formateurs sont les concepteurs des ressources, du coup, Justine, ça nous amène à nous interroger, peut-être de façon certaine, beaucoup plus qu'avant, sur à qui appartiennent ces ressources finalement. Tout à fait. Et du coup, on a encore préparé par forme de questions, parce que sur ces points de propriété intellectuelle, on a souvent des fausses idées sur le droit qui s'applique, et notamment sur la titularité des droits d'auteur dans le cas où c'est un des salariés du CFA qui élabore les contenus. On pourrait penser au premier abord que c'est le CFA qui est titulaire des droits d'auteur, mais en principe non, c'est bien le créateur de l'œuvre, personne physique qui est particulièrement protégée en droit français, qui est considéré comme titulaire des droits d'auteur, et c'est au CFA de conclure avec son salarié une cession de ses droits pour pouvoir être titulaire de ses droits, les exploiter, les céder comme il l'entend. Ça, c'est dans la majorité des cas. Une des seules exceptions que l'on peut connaître, c'est celle de l'œuvre collective. Dans le cas où le CFA est à l'initiative et dirige euh, la, la création d'un support, par exemple. Et là, il pourrait être considéré comme titulaire des droits d'auteur, puisqu'il y aurait une œuvre collective qu'il édite et qu'il divulgue lui-même. Alors on a Ensuite, une la deuxième. question, alors pardon Justine, on a une question justement dans le chat, dire mais comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut en fait formaliser un contrat pour chaque support? Est-ce qu'il faut faire un avenant au contrat de travail du formateur? Qu'est-ce que ça nécessite le plus souvent? Enfin, sans rentrer trop dans les détails. En fait, il y a un principe en droit français qui est l'interdiction des cessions de droits d'auteur pour l'avenir. Donc, vous ne pouvez pas embaucher un formateur et prévoir dans son contrat de travail qu'il vous cédera les droits de tous les supports qu'il va créer. À chaque création, il faut prévoir un acte écrit, c'est beaucoup plus sécurisé, de cession de droits d'auteur en effet. Voilà. Alors un petit aspect pratique pour l'avoir mise en place avec un établissement avec lequel qu'on a accompagné. Ils ne le font pas tous les jours, mais ils font un récapitulatif à la fin de l'année ou tous les 6 mois, je ne sais plus, des productions qui ont été faites. Et ils font donc un état récapitulatif que le Oui, salarié signe effectivement et comme quoi il cède effectivement ses droits à l'établissement. Je pense qu'on peut faire si comme c'est ça a par exemple. posteriori, il y a pas de problème. Voilà, Ouais. Ce c'est a qui est vraiment posteriori, interdit, tout à fait. c'est de dire que les œuvres qui vont être créées auront les droits d'auteur cédés. Ça, c'est pas possible. Mais c'est possible a posteriori de conclure avec le salarié qui cède l'ensemble des droits d'auteur sur l'ensemble des supports qu'il a pu créer. Tout à fait.
Alors, l'autre point que vous souhaitiez aborder, c'est effectivement, du coup, ces ressources. Est-ce qu'elles ne risquent pas, en gros, de partir dans la nature? C'est ça un peu le sens de votre question. Est-ce que l'apprenti peut vendre à Ouais, des amis les modules de formation disponibles sur la plateforme? ça c'était un exemple qui est un peu parlant pour aborder la protection des enfin, des supports une fois qu'ils sont divulgués, notamment aux apprentis. Et de bien avoir en tête que ces œuvres sont protégées, si c'est des œuvres originales, en application du code de propriété intellectuelle. C'est une protection qui s'applique automatiquement et toutes les mentions, par exemple copyright, CFA, machin, sont utiles parce qu'elles sont informatives, mais n'ont pas en tant que telles de valeur juridique. Ces supports sont protégés par l'effet de la loi, et mais ces mentions copyright ont une vraie valeur d'information parce que l'apprenti qui se forme ne sait pas forcément que c'est protégé. Et c'est pour ça qu'on conseille aussi de le préciser, par exemple dans le règlement intérieur du CFA, et aussi dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme que l'apprenti devra accepter la première connexion à la plateforme. Ça permet de l'informer de cette protection qui existe en tout état de cause. D'accord, ça fait vraiment partie des informations, enfin de ces connaissances, pas spécifiquement juridiques, mais véritablement sur les droits du numérique qui sont à inculquer, à faire passer aux apprentis, parce que ce soit ça, que ce soit le droit à l'image, dont on parle souvent aussi, hein. Ce sont des notions, on dit, bah oui, ils font n'importe quoi, mais c'est souvent qu'on ne les a pas informés de leurs droits et des précautions qu'ils devaient prendre, hein. Euh, voilà, filmer un collègue et diffuser la vidéo parce qu'on trouve que sur le plan pédagogique c'est très intéressant pour voir un geste professionnel. C'est une excellente idée sur le plan pédagogique. Il faut simplement y mettre quelques précautions sur la précaution du droit à l'image, effectivement, et demander l'accord de la personne pour pouvoir diffuser cette vidéo. Merci sur ces précisions. Hein, petit zoom sur le droit de la propriété intellectuelle. Donc là aussi, hein, souvent nécessité de faire un petit état des lieux, hein, Justine, sur quels sont les contrats de travail dans l'entreprise, quelles sont les modalités, qu'est-ce que l'on a mis en place. Et n'hésitez pas à vous faire aussi aider sur ce plan-là, parce que c'est vraiment des questions juridiques qui peuvent être embarrassante, hein, pour dire les choses sobrement, si effectivement on ne prend pas quelques précautions, parce qu'on pourrait se trouver dans une situation à ne plus pouvoir utiliser des ressources qui ont été faites par une équipe de formateurs. Ça serait vraiment dommageable pour le CFA. Alors, je vais dire juste un mot parce que c'est assez. Enfin, on ne peut pas rentrer dans le détail des coûts, mais c'est plutôt pour vous expliquer un petit peu ce que vous trouverez dans le guide sur le chapitre financier, coût de la FOAD. On a défini surtout à travers, je crois, 14 postes de charge, le périmètre de ce que pouvaient être effectivement les coûts d'investissement ou les coûts de fonctionnement d'un projet FOAD. Donc ça nécessitera bien sûr pour chacun de redéfinir son propre périmètre et en fonction des conditions de mise en œuvre du projet. Et ces 14 postes de charge ont été réalisés à partir de deux exemples de dispositifs qui avaient l'un comme l'autre entre 10 et 20 ans d'antériorité. Donc on va dire qu'il y a un bon recul sur aujourd'hui quels sont les coûts effectifs d'un dispositif en regardant dans le rétroviseur. Et donc à partir de ça, vous aurez les exemples aussi, vous trouverez les postes de charge en règle de façon générale et les deux exemples qui ont été pris. L'un, le premier, d'ailleurs ça concerne le CFA Stephenson qui a participé à ce chapitre-là également, sur un Oui. établissement unique, monosite, avec une équipe composée de formateurs internes salariés. Et puis un autre dispositif lié d'un regroupement de plusieurs CFA autour d'un projet commun avec une démarche de mutualisation. Donc après, bien effectivement, le travail pour vous consistera sur chaque poste de charge d'identifier ce qui correspond à votre projet, à votre stratégie, et qu'est-ce qui relève du fonctionnement ou de l'investissement, et à partir de là, comment le chiffrer. Voilà. Quelques dernières recommandations, peut-être Caroline et Justine, un petit conseil, on va dire, juste avant de laisser nos participants. Oui, Euh, peut-être un. Ah,
Oui, bah, vas-y, vas-y. Un petit focus sur les justificatifs pour l'assiduité des apprentis. Comment on s'assure qu'on démontre qu'ils ont bien suivi la formation. Et là aussi pour signaler qu'on peut s'inspirer de ce qui s'applique en formation professionnelle continue, ou en cas de FOD, l'attestation de présence par les feuilles d'émargement signées a été remplacée par une attestation d'assiduité, au sein desquelles on peut notamment prendre en compte les travaux réalisés par l'apprenti. Donc, ce qui permet de suivre le travail de l'apprenti et, de prouver qu'il a bien en effet, qu'il s'est bien formé, qu'il a bien travaillé. Donc là encore, s'inspirer utilement des dispositifs déjà prévus en formation professionnelle continue. Et pour répondre à la question dans le chat de Jean, effectivement, dans le décret, il n'y a pas de Non. précision véritablement par rapport à ça. C'est pour ça que vous suggérez, vous, Justine, de s'inspirer de ce qui est enfin, des préconisations justement du décret précédent sur la formation professionnelle continue, ce qui permet de se Oui, sécuriser. en fait peut-être que je vais préciser, parce que j'ai l'impression qu'on s'interroge, c'est que les textes sur la FOD en apprentissage sont très restreints. Ils se limitent à ce dont on a parlé au début, l'autorisation à demander au service de l'apprentissage, ou les mentions à prévoir dans les conventions avec la région. En fait, on a un cadre qui est assez large et qui permet quelque part au CFA de faire un peu comme ils l'entendent, en accord avec la région, en accord avec les autorités administratives. Il y a en fait au niveau juridique, il y a quand même un champ qui est assez large et qui permet pour ça de s'inspirer de ce qui est fait en formation professionnelle continue. C'est pas obligatoire, mais vu que c'est ce que la loi prévoit pour la formation professionnelle continue, on peut estimer que les différentes autorités compétentes apprécieront qu'on applique les mêmes mécanismes à la FOD en apprentissage. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, merci donc pour cette dernière recommandation. Caroline, un dernier message, un dernier conseil? Euh, le dernier message, oui, effectivement, sera plus sur effectivement l'idée. L'idée, en fait, c'est de voir aussi quelque chose de vraiment plus global, qui est finalement l'objectif de transformer le CFA finalement en organisation apprenante, en mobilisant finalement cela doit partir de la direction pour mobiliser finalement les responsables formation et les équipes pédagogiques pour travailler ensemble sur des projets communs et ensuite finalement à partir du moment où le cadre sera ce cadre-là pédagogique et l'expérience d'apprentissage que l'on veut offrir à nos apprentis sera définie dès le départ, la mutualisation des ressources pédagogiques qui seront créées se fera finalement naturellement. Voilà, on en est encore un peu au milieu du guet, du coup, nous aussi à ce niveau-là, mais c'est vraiment ce vers quoi on tend. Et donc en structurant bien tout cela de manière plus globale. Voilà. Voilà, et si on prend en appui votre expérience, je pense que tout le monde a bien compris qu'on est dans un dispositif avec une amélioration permanente, puisque vous parlez Oui, du milieu du exactement. guet, et on sait que le Oui, CFA Stephenson s'est engagé dans le numérique il y a 20 ans, donc il y a encore oui, 20 ans de oui, travail, oui, bah, disons parce qu'en que fait, effectivement, on apprend tous les jours de ces nouveaux on apprend tous les dispositifs. jours, les techniques évoluent, tout évolue, et voilà, il faut être agile. Bon, agile, On voilà, essaye. le mot qu'on retiendra. Justement, pour être agile, moi, c'est le conseil que je donnerais, hein, c'est voilà, accompagner le changement. Hein, je dirais, rien ne se fera effectivement sans les équipes. Le projet digital, c'est un vrai projet de rupture. Hein, si on ne le conçoit pas comme un projet cosmétique, c'est une vraie rupture, aussi bien dans les processus, dans les pratiques, dans la culture métier, la culture des différents acteurs, que ce soit les entreprises, les maîtres d'apprentissage, les apprentis, les formateurs, tous les collaborateurs de l'établissement, mais pensez aux entreprises également, aux maîtres d'apprentissage pour lesquels c'est nouveau, de savoir que leurs apprentis vont se former autrement qu'en étant assis face à un formateur. Et les apprentis qui, bien sûr, ils ont une culture numérique, mais qui n'a pas forcément une culture de l'apprentissage par le numérique. Donc il va falloir les amener aussi à apprendre autrement.
Et puis, bien sûr, accompagner, c'est accompagner le passage de l'expérimentation, hein, on ne s'en tient pas à des expérimentations. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, sous l'impulsion de la région Normandie, expérimentent des choses depuis des années. Ben, on passe, j'ose dire, à un stade, aujourd'hui, il faut passer à un stade d'industrialisation, hein, vraiment passer à un déploiement à grande échelle pour que ça touche l'ensemble des processus de l'établissement, que ce soit les processus bien évidemment pédagogiques qu'on a évoqués depuis le début et les processus administratifs de communication, de recrutement, de relations avec tous les acteurs. Mais il y a besoin d'accompagner, rien ne se fera sans communication, rien ne se fera sans explication et sans formation. Voilà, alors vous pouvez soit directement flasher ce QR code si vous voulez accéder au formulaire de téléchargement. Il vous suffira de mettre votre adresse mail, votre nom, votre établissement. C'est à des fins uniquement statistiques hein, pour le FOD. Et donc vous pourrez récupérer donc la toute dernière version mise en page la semaine dernière. Donc si vous l'avez téléchargé déjà mais il y a quelques semaines, refaites-le. Mais normalement vous avez dû recevoir un mail vous disant que vous pouvez à nouveau télécharger la version puisque vous avez quelque chose qui est plus joli, on va dire, bien mieux mis en page et plus facile à utiliser. Voilà, et puis vous avez le lien également, lien que je vais vous rappeler également, voilà, ici. Voilà, donc vous avez le lien, vous pouvez le récupérer là, mais vous le retrouverez de toute façon dans les archives de ce webinar. Et puis, dès que vous avez mis ça, je vous le remettrai dans le chat si nécessaire, puisque je ne saurais oublier de vous demander, bien évidemment, d'évaluer ce webinar. Donc, voilà, par ce nouveau lien, évaluation du webinar community, que je vous demande de consacrer les 30 secondes nécessaires. Et peut-être que je repasse la parole à Christophe pour un mot de conclusion. Et moi, je souhaite avant tout remercier grandement Justine et Caroline, aussi bien pour leur travail des mois passés dans le groupe de travail que dans le travail de préparation et d'animation de ce webinaire. Merci beaucoup, Justine et Caroline. Merci à vous. Christ. Merci. C'est juste merci de votre participation. J'ai trouvé ça très clair et très pédagogique, justement. Et je trouve que ça continue en fait à ouvrir les portes de la multimodalité de manière générale. Je pense qu'on a encore en effet, plein de chantiers devant nous, parce qu'on a parlé de plateformes, etc. Mais je me dis, au fur et à mesure des discussions, qu'on disait, tiens, mais quid des parcours de formation qui vont sortir des plateformes sur lesquelles on va aller sur des chaînes YouTube, etc. Donc je suppose que, comme disait Caroline, eh bien, de toute façon, il faut être agile et réinventer les choses au fur et à mesure des technologies. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant et en tout cas, ça fait un très bon point d'étape à un moment donné où les technologies sont vraiment rentrées dans l'apprentissage. Merci à tous. Eh bien, merci encore. Je vous souhaite à toutes et à Merci. tous un excellent après-midi. Et puis donc voilà, téléchargez le guide, consultez-le, revenez vers nous si vous voulez participer à sa prochaine édition, si vous voulez apporter des commentaires, si vous avez des questions et nous les poser. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.